Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être là et de m'avoir accueilli. Donc comme l'a précisé Monsieur Hens, mon mémoire porte sur les relations entre la Saxe et la France de 1789 à 1801. Donc ce sujet m'a été proposé il y a 3 ans par Monsieur Hens lorsque j'ai cherché un sujet de master. J'ai tout de suite été emballé par ce thème avec l'idée donc de centrer mon intérêt sur les relations bilatérales entre la France et la Saxe, un peu à l'image de la thèse de Marcel Dunant sur la Bavière datant de 1942. En effet, la Saxe, elle disposait d'une situation unique sur le plan géopolitique à l'époque napoléonienne, puisqu'elle était coincée entre les puissances autrichiennes, prussiennes et russes, lui conférant une importance stratégique pour la France. Ce sujet moi aussi semblait intéressant car il me permet d'aborder plusieurs thématiques, donc géopolitiques, mais aussi militaires, économiques ou bien encore diplomatiques. Et enfin, dès le départ, on m'a indiqué que ce sujet pourrait se poursuivre sur une thèse, ce qui correspondait à mes projets. Concernant l'historiographie de ce sujet, il est quasiment inédit. Les relations entre la France et la Saxe ont été abordées à travers une biographie de Frédéric Auguste Ier par André Bonnefond en 1902. Toutefois, dès le départ, quelques mois après la sortie de son ouvrage, l'apport de son travail fut vraiment très contesté, notamment par Henri Bergman, avec un compte-rendu dans la revue diplomatique, où notamment il questionne son travail scientifique, puisque André Bonnefond ne cite quasiment pas ses sources, il n'y a pas de notes de bas de page, etc. Donc effectivement, ça posait un questionnement sur la qualité du travail. Et puis, outre toutes ces raisons-là, son travail il remonte quand même à plus d'un siècle, donc ça pouvait nécessiter une réactualisation. Donc c'est donc pour toutes ces raisons que j'ai choisi d'axer ma recherche sur les relations franco-saxonnes et non pas juste comme une biographie du souverain saxon, afin d'avoir une vision plus large sur mon sujet. Ce mémoire a des 2 buts principaux. Établir l'historique des relations franco-saxonnes avant l'arrivée au pouvoir de Napoléon et présenter leurs relations diplomatiques durant la période révolutionnaire et le consulat. Pour ce sujet, j'ai choisi un plan chronologique, puisque l'enchaînement des événements est vraiment linéaire, et donc ça permet une compréhension plus facile de ce sujet avec un plan chronologique. Concernant le premier point, l'historique des relations franco-saxonnes, je me suis appuyé sur plusieurs monographies, donc l'ouvrage d'André Bonnefond que j'ai mentionné, et puis quelques ouvrages généraux sur l'histoire de la Saxe, comme l'histoire de Dresde de Philippe Meyer, ou encore le roman de la Saxe de Patricia Bouchenaud-Deschamps. L'ouvrage d'Olivier Potvin, quant à lui, La France et la tierce Allemagne à l'exemple de la Saxe entre 1814 et 1886, fut aussi très instructif, notamment dans sa manière d'introduire son sujet, qui m'a du coup permis aussi d'introduire le mien. Sans rentrer dans un résumé de mon mémoire, l'étude des relations entre ces deux États fut très intéressante dans la compréhension de la politique napoléonienne, puisqu'il y a tout l'héritage qui vient avant, notamment les traités de Westphalie, qui sanctionnent la politique de la France en Allemagne, c'est-à-dire l'éclatement des pays allemands, donc via ce qu'on a appelé la tierce Allemagne, contre les États autrichiens ou prusses qui souhaitaient avoir une hégémonie sur l'Allemagne. Donc notamment la Saxe faisait partie de cette tierce Allemagne, tout comme la Bavière ou le Württemberg. Je me souviens aussi que lors de notre première rencontre, où on avait discuté avec mes directeurs de la Saxe, il y a plusieurs interrogations qui sont arrivées. Par exemple, pourquoi il y avait les duchés saxons et l'électorat de Saxe, ou encore la foi du dirigeant saxon, qui est un peu changeante au fil de l'histoire. Donc j'ai répondu à toutes ces questions dans cette historique. Ça m'a semblé vraiment important pour l'analyse de ce qui allait arriver avec Napoléon. Et donc Napoléon, ce qui est intéressant, c'est qu'il était au fait de tout ça, puisqu'il a beaucoup étudié à la fois la guerre de 30 ans et à la fois la guerre de 7 ans ensuite, qui donc là aussi sanctionne la géopolitique en Allemagne, avec notamment ce qu'on a appelé l'équilibre des puissances, donc justement faire en sorte que l'Autriche ne prenne pas trop de poids dans le Saint-Empire romain germanique, tout comme la Prusse ou même tout autre État. Donc c'était ça, le but principal de la première partie. Dans cette partie-là, j'ai aussi je me suis permis de faire une analyse un peu psychologique, mais sans rentrer dans la psychologie de comptoir, sur le souverain saxon Frédéric Auguste III, puisque il y a notamment un élément qui m'a paru très intéressant, c'est qu'il est né au moment de la guerre de 7 ans,
et au moment de l'invasion de Frédéric II de Prusse de la Saxe, qui fut vraiment très violente. Et donc il a dû fuir avec sa famille à Varsovie. Et j'ai fait un parallèle avec l'enfance de Louis XIV, qui fut vraiment traumatisé par la Fronde. Et je me suis dit qu'en faisant ce parallèle-là, ça pouvait expliquer ou du moins en partie expliquer la politique de Frédéric Auguste, c'est-à-dire de rester neutre, la neutralité à tout prix, puisqu'il a tellement été traumatisé par l'invasion prussienne qu'il sait ce qu'il attend si jamais il déroge de cette règle-là, qui a la Saxe après la guerre de 7 ans est quasiment un vassal de la Prusse, donc il est vraiment très conscient de ça, et j'ai estimé très intéressant de faire cette analyse-là. Donc la seconde partie, quant à elle, qui visait à présenter l'évolution des relations diplomatiques entre la France et la Saxe de la Révolution française au consulat, jusqu'en 1801. Je me suis servi de sources, notamment celle du dictionnaire des diplomates de Napoléon de Jacques-Henri Robert, qui vraiment est très passionnant et fait vraiment un historique des relations à la fin de la façon de faire de la diplomatie de l'Ancien Régime, des différents gouvernements révolutionnaires et ensuite du consulat. Donc ça m'a vraiment appris beaucoup de choses sur ce sujet-là, ce qui m'a permis d'en faire un petit résumé dans mon mémoire pour vraiment expliquer la façon de faire la diplomatie. Et donc notamment ça arrive à ce que Napoléon attend de la diplomatie, c'est-à-dire pas grand-chose. Et Napoléon voit la diplomatie vraiment comme un moyen détourné de faire la guerre. Pour lui, c'est vraiment la fin justifie les moyens, et la diplomatie, elle est là juste pour ça. Les mémoires du comte de Lavalette, qui était chargé d'affaires à Dresde, furent aussi très utiles, notamment grâce à ses annexes, dans lesquelles il a glissé 3 lettres très intéressantes pour mon sujet, de Napoléon et de Talleyrand, où justement il lui donne les instructions qu'ils attendent de lui. Et donc j'ai passé beaucoup de temps sur ces 3 lettres parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis j'ai surtout donc étudié les archives à partir du consulat via les archives du ministère des Affaires étrangères. J'apporte une petite précision à ce sujet-là. Je pense qu'on va me faire la remarque concernant les archives nationales et concernant le SHD. Il s'avère qu'en fait, puisque mon sujet s'arrête en 1801, ces archives-là n'ont peu de pertinence pour mon sujet de mémoire. Ça l'aura plus tard pour la thèse, mais puisqu'en fait ces archives-là ont un intérêt à partir de 1806 quand la Saxe rentre vraiment dans le système napoléonien. Avant ça, la Saxe, il n'y en a quasiment aucune mention dans ces archives-là. Concernant donc les archives du ministère des Affaires étrangères, il y a notamment une notice sur la famille électorale de Saxe qui a été écrite par le comte de Lavalette, donc chargé d'affaires, le 23 octobre 1800, qui était vraiment très intéressante parce que déjà il a écrit sur ordre de Napoléon. Napoléon voulait vraiment un tableau général de la Saxe à cette époque-là. Et donc Lavalette a rédigé cette notice assez longue de 8 pages, et je l'ai beaucoup analysée dans mon mémoire. J'ai passé beaucoup de temps dessus parce qu'elle me semblait vraiment importante, surtout puisque lorsque Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères, reçoit cette notice, il répond à Lavalette qu'il a pris soin de la placer sous les yeux du premier consul. Donc on est vraiment sûr que Napoléon a lu cette notice, et donc qu'il est vraiment très au courant de la situation de la Saxe à la fin de l'année 1800. Donc l'étude des archives diplomatiques de 1798 à 1801 m'a permis de faire ressortir un constat très clair. Le but principal de la France concernant la Saxe, en fait, ça rejoint l'historique de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire s'appuyer vraiment sur la tierce Allemagne, dont la Saxe, pour garder un poids, un équilibre des puissances en Allemagne. Ce sujet de recherche ayant pour but de se poursuivre sur une thèse, j'ai rencontré plusieurs difficultés concernant sa définition et sa temporalité. J'avais la possibilité de couvrir par exemple toute la période révolutionnaire et napoléonienne dans mon mémoire, donc disons de 1789 à 1815, en survolant tous les sujets et en gardant l'approfondissement pour la thèse. Mais je me suis vite rendu compte que dans ma façon de travailler, ça ne correspondait pas parce que je n'arrivais pas à synthétiser. Je rentrais vraiment tout de suite dans les détails et donc je ne pouvais pas fonctionner comme ça. J'ai donc cherché une coupure historiquement pertinente, et au départ j'avais choisi la date du 11 décembre 1806, marquant l'accession de la Saxe à la Confédération du Rhin, et rentrant ainsi pleinement dans le système napoléonien.
Néanmoins, là, je me suis rendu compte qu'en dépouillant certaines archives du ministère des étrangères, elles étaient illisibles. Donc en fait, là-bas, c'est des microfilms, je n'ai pas eu accès aux originaux. Et vraiment, il y a toutes les lettres qui concernent notamment 1802, 1803 sont quasiment illisibles. Et du coup, j'aurais quand même pu continuer, faire le choix de continuer coûte que coûte jusqu'en 1806 en me servant de sources de seconde main. Mais j'ai refusé de faire ça parce que j'aurais presque eu l'impression de tricher et je voulais pas faire du réchauffé en fait. Donc j'ai décidé de ne pas choisir 1806 et j'espère pouvoir corriger ce problème d'archives illisibles lors de ma thèse justement en demandant l'accès aux originaux qui j'espère me sera accordé par le MAE. Et puis je passe rapidement parce que je pense que tout le monde en a marre. J'ai aussi eu des difficultés liées au Covid évidemment. J'ai perdu 1 an dans mon mémoire puisque l'accès aux archives était très, très compliqué. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, je pense que c'est pas la peine. Et donc suite à ces difficultés, j'ai décidé de conclure mon mémoire en août 1801. Date qui marque la reprise officielle des relations diplomatiques entre la France et la Saxe après presque 10 ans d'arrêt, puisqu'après la déclaration de guerre de l'Assemblée législative contre l'Autriche en 1792, Frédéric Auguste a rappelé son ministre plénipotentiaire et il avait aussi renvoyé ceux français basés à Dresde. Donc le citoyen Elfinger est revenu en 1798 à Dresde, mais la Saxe n'avait toujours pas renvoyé de ministre à Paris. Donc c'était d'ailleurs le citoyen Elfinger n'était pas reconnu publiquement par la Saxe. Donc c'était toujours dans l'objectif de rester neutre pour la Saxe. Et donc août 1801 marque la reprise donc officielle de ces relations via le comte de Bunau qui fut nommé ministre plénipotentiaire à Paris. J'ai estimé que cette date était un bon choix d'achever ce mémoire avant d'enchaîner sur la thèse, car elle indique très clairement un changement dans les relations franco-saxonnes. En effet, c'est sur demande de Bonaparte lui-même que la reprise officielle des relations diplomatiques a eu lieu, et il prend cette décision totalement réfléchie, puisqu'en février 1801, il y a eu le traité de Lunéville, qui sanctionne celui de Campo Formio quelques années avant, et qui donc sanctionne l'annexion et la sécularisation de la rive gauche du Rhin par la France, et ce qui va entraîner donc des dédommagements pour les princes allemands qui ont été spoliés, disons dépouillés de leur possession. Et le souverain saxon, Frédéric Auguste, sans sa qualité de prince électeur, il va assister à ce qui va être ce qu'on appelle la diète d'Empire, qui va décider en 1803 de tous ces dédommagements. Donc Napoléon est au courant de ça et il souhaite donc renouveler le dialogue avec l'électeur dans la tradition encore une fois de la politique séculaire de la France envers l'Allemagne, s'appuyer sur la tierce Allemagne et puis empêcher donc tout pouvoir hégémonique sur le Saint-Empire. Et donc de fait de ces stratégies, la Saxe devient à nouveau un élément géopolitique majeur pour la France et donc j'ai trouvé que c'était une date qui marquait vraiment bien un avant et un après. Je considère le fait que ce mémoire soit le prélude d'une thèse comme une chance, dans le sens où je suis très conscient de la perfectibilité de mon mémoire. Même en relisant tout à l'heure, j'ai vu certaines choses, je pense que ça vous le fait à vous aussi, mais chaque fois j'ai vu des coquilles, j'ai vu des choses qui m'ont semblé trop approfondies ou alors pas assez. Et en fait, c'est une chance de pouvoir le continuer sur la thèse, parce que je vais pouvoir corriger tout ça. Donc je m'estime chanceux à ce niveau-là. Et puis donc le mémoire m'a aussi beaucoup appris sur la façon de faire des recherches, de rédiger en même temps. Parfois ça a été compliqué de pas juste faire un état et puis de dire il dit ça donc c'est ça et voilà. Ça m'a permis de travailler ma capacité d'analyse. Et puis typiquement le fait que je n'habite pas à Paris et que donc cela me force à scanner les archives d'une façon un peu massive sans en vérifier la visibilité, eh bien c'est une erreur heureuse que ça arrive maintenant sur les archives de Paris plutôt que sur celles de Dresde quand j'irai là-bas, puisque ce sera beaucoup plus compliqué de rattraper ça. Néanmoins aussi le fait de savoir que mon mémoire sera poursuivi en thèse, ça m'a créé quelques difficultés quand même, puisque j'ai par exemple souvent eu du mal à faire la part des choses entre ce qui sera mon mémoire et ce qui sera ma thèse. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire la part des choses là-dessus. Et dans mon esprit, j'ai souvent lié les deux, donc ça m'a fait perdre un temps conséquent parfois. Et puis pour la même raison, j'ai aussi trouvé très difficile l'exercice de la conclusion, ainsi que la soutenance,
puisque en fait ça ne marque pas la fin de mon travail. Donc j'ai trouvé ça, c'est qu'une étape avant ma thèse, et donc j'ai eu beaucoup de mal à le voir comme une finalité et à être satisfait du coup de mon rendu. J'espère être plus serein pour cela dans ma thèse et donc réaliser un meilleur travail. Et justement, concernant la suite de mes recherches et mon projet de thèse, Monsieur Jacques-Olivier Boudon et Monsieur Charles-Éloi Vial m'ont fait l'honneur de me suivre justement pour cette thèse. Je leur en suis très reconnaissant. Et donc je compte poursuivre tout simplement mon plan chronologique de mon mémoire, avec en suivant la période 1803-1806, qui marque donc le récess d'Empire jusqu'à la Confédération du Rhin de 1806, puis ensuite l'intégration pleine et entière de la Saxe au système napoléonien de 1806 à 1813, où Napoléon a des attentes très précises, que ce soit au niveau militaire ou même au niveau information ou économique, vraiment sur tous les sujets. Et puis enfin la période du délitement de l'Empire de 1813 à 1815, donc de Leipzig au Congrès de Vienne. Pour ce faire, j'ai pour ambition de continuer les dépouilles des archives, pour donc continuer au ministère des Affaires étrangères. Cette fois, je vais avoir besoin des archives nationales, avec notamment toute la sous-série AF4 à partir de 1806, et puis le service historique de la défense pour ce qui concerne les domaines militaires. Et puis concernant les archives étrangères, évidemment, un voyage à Dresde sera indispensable. J'en ai discuté un peu avec mes futurs directeurs. Il sera très probable aussi que j'ai besoin de me rendre à Berlin et Vienne pour avoir une vision vraiment globale de ce sujet sur la diplomatie extérieure. Donc j'espère que ce mémoire et la suite de mon travail seront un apport intéressant pour l'histoire de la diplomatie napoléonienne, notamment en Allemagne, qui est souvent plus militaire qu'autre chose. Et puis donc je tiens à remercier très chaleureusement la Fondation Napoléon de m'avoir accueilli, et puis donc d'exprimer ma reconnaissance envers mes directeurs pour leur suivi et leur confiance. Merci de votre attention. Bien, merci. On va maintenant passer à la partie un peu commentaire. Donc, je vous cède la parole. Je vous remercie. Donc j'aurai mauvaise grâce à émettre beaucoup de critiques, parce que de lecture en échange, puis en relecture et en conseil, cela reviendrait à m'auto-flageller, ce qui est quand même pas trop mon sentiment habituel. Bon, concrètement, matériellement, moi j'ai trouvé que le produit fini était un produit soigné et abouti. 121 pages bien organisées, 83 pages de texte dans lesquelles vous avez inclus 12 cartes, 16 pages d'annexes, et puis 3 outils très intéressants, le lexique, la chronologie et l'index. Et une bibliographie et des sources sur lesquelles je reviendrai, mais effectivement, on dépasse les bornes chronologiques, et c'est tout à fait justifié dans ce cas-là. J'ai regardé l'effort de présentation. Je n'ai, quant à moi, relevé qu'une erreur de ponctuation à la page 113. C'est où vous avez mis un point avant une virgule dans la biblio. Bon, l'orthographe n'est pas déficiente, ce qui est agréable parce qu'on en voit parfois des exemples malvenus. L'expression est toujours très claire et il y a un véritable effort de présentation. Donc pour moi, déjà matériellement, c'est un travail soigné. Alors sur le fond, c'est effectivement un sujet original, puisque ça n'a pas été étudié depuis 1902, donc, et parce que également, très souvent, quand on étudie l'Allemagne napoléonienne, on met en avant la Bavière, la Westphalie, le Grand-Duché de Berg. Voilà. Le mémoire en lui-même est petit et il est organisé en 2 parties. Quand on regarde la cohérence de ces 2 parties, il n'y a rien à redire et c'est agréable que vous n'ayez pas cédé à la bonne vieille tripartition traditionnelle qui n'a pas forcément de pertinence. Voilà. Si vous voulez intervenir, vous pouvez. C'est rigolo que vous mentionniez ça, parce que notamment sur les réseaux sociaux où je suis pas mal de professeurs, ils prennent tous la tripartie, et donc j'étais là, c'est bien 2 parties des fois, non? J'ai tendance à dire que on organise son travail en fonction de la logique interne du travail. C'est une question de pragmatisme et d'intelligence. Alors, si je prends chacune des parties, les 2 premiers chapitres,
permettent d'inscrire votre sujet de thèse et le sujet en lui-même dans le temps long. C'est la Saxe et la France avec leurs relations. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'effort de synthèse que vous avez effectué, notamment pour nous faire comprendre les tenants et aboutissants des différentes branches familiales de la dynastie saxonne. J'avoue humblement que moi, quand je voyais l'armée saxonne d'un côté et le régiment des Grands-Duchés de l'autre, j'avais au départ un peu de mal à comprendre pourquoi les unités des Grands-Duchés n'étaient pas intégrées dans l'armée saxonne. Le chapitre 3, c'est la rupture qui s'achève par un happy end, c'est la reprise. Et c'est tout le choc de la Révolution. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est vos analyses sur le chapitre 4, la stratégie de Bonaparte. Parce que derrière ce que vous dites là, on va voir en filigrane ce qui va se passer. Alors ma question, c'est est-ce que, et ça il faudrait répondre, on n'a pas tendance à analyser cette stratégie avec ce que l'on sait de la suite? Voilà, c'est une question qu'il va falloir se poser. Ça a été l'une de mes difficultés, parce qu'évidemment je connais la suite. Donc c'est pour ça que j'ai à chaque fois insisté dans mon mémoire sur ce que je sais que Napoléon sait à tel moment. C'est parce que c'est ce qui me semblait important. Notamment dans c'est Frédéric Masson, je crois, dans les écrits de Napoléon jeune, où notamment il fait tout un exposé sur la politique de Frédéric II de Prusse. Notamment, il a étudié son testament. Dedans, Frédéric II de Prusse, il dit que le plus grand élargissement pour la Prusse, ce serait la Saxe, puisque ça comblerait le trou de la Prusse. Donc Napoléon est au courant de ça, et je le sais. Donc c'est vraiment pour ça, à chaque fois dans mon mémoire, j'insiste bien que à tel moment Napoléon il sait ça, et du coup en fait c'est un exercice qui m'a évité justement d'aller sur la suite tout de suite en me disant je sais qu'il va faire ça, donc ça veut dire que là il avait ça. En fait c'est pas vraiment sûr, donc je préfère vraiment m'assurer qu'il savait, m'appuyer sur ce que je sais qu'il savait. Oui, parce qu'on est toujours au moment de la décision face à un éventail de choix possibles, et le choix retenu n'est pas forcément celui qu'à l'instant T vers lequel on est guidé le plus. Mais compte tenu de toutes les difficultés matérielles qui sont dues aux institutions ou à la situation sanitaire totalement inattendue, nul ne saurait vous faire reproche de cette absence. Ce que j'apprécie, c'est la façon dont vous avez réussi à refaire une cohérence en choisissant bien la date de 1801, parce que là, ça a une véritable intelligence historique. Alors, quels sont les points qui m'ont le plus intéressé? Déjà, on est dans la préparation d'un doctorat, ce qui est relativement rare, finalement, statistiquement parlant, quand je vois le nombre de masters. D'où cette mise en place du contexte dans les 4 premiers chapitres. Alors, ils ne sont pas très classiques pour un master, ils s'expliquent en revanche parfaitement pour un doctorat, parce qu'ils peuvent être repris en l'état ou légèrement amendés. Et ça, c'est très très intéressant, parce qu'un master doit d'abord être une œuvre de recherche, et si cette œuvre de recherche est destinée à être le premier palier d'une thèse, on ne peut pas mieux demander. Votre bibliographie est raisonnée, mais l'avantage, elle est à la fois complète sans être pléthorique. Et j'apprécie que vous ayez par exemple cité Bainville, qui est bien oublié. Je l'ai même cité, c'est la finalité de mon introduction, parce que j'ai vraiment une... d'ailleurs... Vous avez dû chercher Saxe dans non, même pas. Avec fébrilité. Non, mais lorsque j'ai rencontré Monsieur Brun, le premier ouvrage qu'il m'a conseillé, c'était la biographie de Napoléon sur Bainville, et qui est toujours mon livre de chevet, vers lequel je reviens souvent, notamment sur sa méthode. Je suis toujours impressionné de sa capacité d'analyse et d'écrire des phrases tellement simples, mais qui veulent
tout dire. Ouais. Et j'ai vraiment essayé, je le dis dans mon introduction, j'ai vraiment essayé de m'inspirer de ça. Et donc c'était aussi un hommage à mon directeur. Mais Bainville sans le souffre parfois. Oui. Actuellement, à mon sens, sans aucun... Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut l'attaquer sur sa méthodologie et sur sa capacité scientifique, je suis pas sûr. Hein. Pour le reste, après c'est tout à chacun, mais vraiment sur je pense pas qu'il soit... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez mis au jour un certain nombre d'ouvrages anciens. Mais je me suis posé des questions là-dessus. Pourquoi vous avez mis en bibliographie un certain nombre d'ouvrages du 19e qui, à mon sens, auraient pu être intégrés dans les sources imprimées. Alors, bon, vous me répondrez à ce moment-là, mais par exemple, Capefig, pourquoi n'est-il pas dans les sources imprimées? C'est un exemple, j'en ai relevé 2 ou 3 autres. Thiers, par exemple, j'imagine aussi. Oui. Les sources sont variées et c'est vrai qu'on a peu d'étudiants qui pensent à aller aux archives du MAE. Finalement... dans mon sujet, si j'y allais pas... Oui, ça paraissait logique, mais... Et elles sont vraiment très intéressantes. Et par contre, c'est vraiment dense, puisque donc les diplomates écrivaient 2 fois par dizaine à Napoléon, au ministre des Affaires étrangères, qui lui-même répondait. Donc par exemple, sur une année, j'ai plus de 800 lettres. C'est très très dense, mais très intéressant du coup. Et c'est notamment ce que je pense a été reproché à André Bonnefond, c'est que donc dans ses sources, il cite les archives du MAE. Alors peut-être qu'en 1902, il n'y avait pas tout ce qu'il y a là maintenant, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'en parle quasiment presque pas en fait, sauf en passant. Et ça, je l'ai oublié de noter dans les difficultés. L'une de mes difficultés aussi, ça a été de ne pas faire une critique des livres d'André Bonnefond, puisque je ne fais pas le même travail que lui. Mais je m'en servais en parallèle quand même dans mon sujet, puisque historiographiquement, c'est ma seule source. Mais ça a été parfois difficile de ne pas faire un comparatif entre ce que moi j'ai trouvé et ce que lui il a fait. Mais effectivement, les archives du MAE, elles sont vraiment intéressantes. Et il y a d'autres archives par exemple, il y a toute la série complémentaire. En plus de la correspondance politique générale, il y a aussi une série avec la correspondance complémentaire qui débute en 1801 justement, avec notamment Portalis Fils qui est là-bas et qui donc ensuite lui aussi écrit des rapports. Donc vraiment, c'est très complet et très intéressant. Et ça va me prendre beaucoup de temps de dépouillement, mais ça en vaudra la peine à la fin du doctorat. Autre point intéressant, le tableau des plénipotentiaires issu du dictionnaire, mais au moins il y est. La correspondance du citoyen Elfinger, en général, on le passe sous silence. Là, vous en avez donné des extraits. On passe vraiment sous silence, je n'avais pas fait attention. Oui, je l'ai découvert. Ah oui. D'accord. Alors que vraiment, comme c'est celui qui revient, il est vraiment intéressant, puisque déjà c'est un homme du directoire. Donc c'est ce qui explique son remplacement avec le consulat. Mais puis en plus, il vient pas vraiment d'une ancienne noblesse comme ce qui se faisait avant. Et puis il revient en étant pas accueilli en fait. C'est un peu bizarre sa situation. Il est à la fois autorisé à être là, mais pas accepté par la cour et pas en public. Il n'a jamais rencontré Frédéric Auguste. Il discute qu'en catimini avec le comte de Los des Affaires étrangères. En fait, il est là plus pour espionner les autres agents qu'autre chose. Et je pense que ça a vraiment dû être délicat pour lui de se positionner avec tout ça. Et après, il faudrait regarder qui ça devait être aussi un peu son métier de faire ce genre tout de à fait. choses. Alors que contrairement au comte de la Valette qui arrive après, où lui c'est sa seule mission diplomatique. Mais donc c'est le citoyen Elfinger, j'ai vraiment m'a appris beaucoup de choses dans mon sujet. Hein. Mais je pense que c'est une clé d'entrée pour une réflexion sur l'état initial qui mériterait d'être développée pour votre thèse de doctorat. Parce que c'est vraiment quelque chose un épisode qui est peu connu dans les relations franco-saxonnes. Alors, autre point intéressant, la notice sur la famille régnante qui permet
Oui, parce que c'est un peu comme les Windsor. Voilà. Les cartes. Alors, j'ai apprécié votre cartographie et c'est bien parce que trop souvent, on s'en tient à des exposés textuels. Or, la géopolitique est avant tout une réflexion sur l'espace au sens politique et cette cartographie permet de suivre les détails. Notamment, c'est très intéressant pour le avant-après 1485, pour voir justement la différence entre l'électorat de Saxe et les duchés saxons. C'est bon, pour plein d'autres périodes, notamment pour la Pologne aussi, où j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne l'ai pas mentionné dans ma soutenance et je m'en excuse. Je me suis servi donc d'un logiciel qui s'appelle Historical Atlas. Je l'ai mis dans mes sources par contre, et qui est vraiment en fait un logiciel dynamique, je vous l'avais montré, je ne sais pas si vous vous souvenez, et vraiment est très très intéressant pour justement suivre tout ça, parce que c'est un logiciel dynamique. C'est presque comme une vidéo, si je mets en lecture, eh bien, je vais voir les différences de territoire, et pour un sujet de géopolitique, la carte, c'est l'objet de base, hein, j'ai envie de dire. Donc j'ai vraiment beaucoup passé de temps sur les cartes, et ça m'a vraiment passionné. Mais je crois que dans ce mémoire, passer du temps sur les cartes était une nécessité. Parce que vous avez presque un raisonnement de géographe à un moment où c'est la carte qui fonde le raisonnement et où le texte vient simplement en appui comme un commentaire. Et ça, c'est intéressant. Parce que trop souvent, on peut que la carte comme une illustration. C'est pas une solution. Au final, vous voyez que je ne vous aurais pas mis sur le grill trop longtemps. Moi, d'abord, je suis heureux de voir que vous arriviez au bout, après toutes ces années, quand je me souviens de votre entrée à l'université. C'est un travail abouti, et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un travail qui s'inscrit dans un projet beaucoup plus global de thèse, qui a tendance finalement à être un peu oublié dans les masters. Voilà. Je vais céder la parole au président du jury. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce que vous avez un commentaire général à faire sur ce... Juste des remerciements. Bon, écoutez, moi je ne vais pas tout reprendre sur les aspects formels, mais je dois vous dire sincèrement que on est à une période de l'année où on a beaucoup de choses à relire, etc. Il se trouve qu'en plus, j'ai été invité dans un jury de thèse avec une thèse interminable, et donc on se dit, encore un truc à lire, quoi. Et finalement, on entre dedans vraiment comme dans un petit livre, quoi. Et comme disait Jean-François Brun, toute la partie avant qui pourrait apparaître pas hors sujet, mais enfin un petit peu superflue, elle n'est pas superflue, elle est absolument nécessaire. Donc, je dois vous dire, j'ai appris des tas de choses sur la Saxe. Bon, c'est vrai que je ne m'étais jamais posé beaucoup de questions sur la Saxe, mais là au moins je vais pouvoir... il ne faut pas que j'oublie tout ce que j'ai lu, mais ça devrait être bénéfique. Donc là-dessus, moi j'ai trouvé un autre endroit où il y a un mot qui est doublé. Oui, c'est en relisant tout à l'heure, c'est à ça que j'ai... mais bon, puis il y a une virgule. Enfin bref. Ça se corrigera si vous voulez le reprendre. La deuxième chose, alors je suis aussi de l'avis de mon collègue qui est de dire que le suivi strictement chronologique est utile. Je vous mets quand même un tout petit peu en garde pour la suite parce qu'il y a des moments où il faut qu'on souffle. Il y a des moments où il faut qu'on souffle et où, au fond, vous nous disiez un peu ce que vous avez fait dans les conclusions, c'est dire, bon, ben voilà, alors là, on en est là. Et puis, mais il y a d'autres événements, enfin, je ne vous fais pas la phrase, mais voilà, de telle sorte que de temps en temps, surtout sur 1200 ans, là, comme au tout début, il y a un moment où... on se dit, bon, on en est où, quoi, parce qu'entre d'abord, ils s'appellent tous pareil, ensuite, voilà, donc il y a un moment où il faut qu'on arrive à souffler, mais ça, c'est vraiment le truc de lecteur. Alors, là aussi, je me place, je me placerai après dans la perspective de la thèse. Je parlerai de deux mots de la bibliographie. Alors, la bibliographie, comme il vient d'être dit, effectivement, sur le cœur du sujet, à mon avis, il ne manque pas grand-chose. Simplement, je trouve qu'elle est un peu datée et qu'il y a, y compris, alors là il faut aller les chercher en articles, etc., des choses qui ne concernent pas forcément la Saxe, qui concernent plutôt l'espace germanique, mais
qui donne des pistes, voilà, je pense par exemple, il y a plusieurs articles de Kérotret dispersés sur le Wurtemberg, sur ceci, sur cela, où il donne un certain nombre de pistes. C'est la même chose avant la Révolution. Bon, il n'y a pas de Belli, il n'y a pas de gens comme ça qui sont, notamment le gros livre que Belli a dirigé sur les traités de Westphalie, je pense qu'on doit l'avoir ici. Enfin, tout ça, c'est, je veux dire, un peaufinage, mais il faut faire quand même attention parce que souvent, dans les jurys de thèse, vous avez ça. Tiens, vous n'avez pas parlé de machin parce qu'il l'a croisé au restaurant Le Vendredi. Et puis parce qu'aussi, peut-être, les travaux en sont importants. Et donc, alors, sur ces sujets-là, il faudra que vous passiez, alors là, pour le coup, des jours ici. Hein, parce que, je l'avais déjà un peu fait. Et si je peux me permettre de répondre, par exemple, je pense à Roger Dufraisse, j'imagine que vous y pensez. Oui, Dufraisse, oui. Comme l'a dit Monsieur Brun, en fait, ces gens-là sont surtout intéressés à la Bavière, au Wurtemberg. Vous avez ici, j'ai oublié son nom, l'ouvrage de Dufraisse qui reprend plusieurs de ses articles. Il ne mentionne par exemple jamais la Saxe. J'ai vérifié, du coup... Il faut quand même aller un petit peu vérifier. Et puis je dirais que même si c'est pour dire quel dommage que Dufraisse n'ait pas étudié la Saxe, il faut... à un moment donné, stratégiquement ou tactiquement, soyons modestes, il faut de temps en temps le mettre en route. Et puis, je dirais aussi sur les choses napoléoniennes actuelles, par exemple, c'est pas pour vous vendre notre soupe, mais le colloque qu'on a fait sur la diplomatie, etc., il y a des choses. Il y a des choses. Il y a un fonds d'Autrive qui vient de rentrer, je crois, au MAE. Oui, ça je l'ai vu passer, le fonds d'Autrive, très intéressant. Il faudra aller chercher là-dedans. C'est l'avantage que je vais avoir pour la thèse d'avoir Charles Éloi Vial, qui est conservateur et qui est au courant de tout ça, qui pourra vraiment m'indiquer énormément de choses. Il a déjà commencé d'ailleurs. Donc ça, vraiment, je l'ai noté pour la thèse, mais vous faites bien de me le rappeler. Alors, dans votre soutenant, j'ai relevé, Napoléon voit dans la diplomatie un moyen de continuer la guerre, c'est-à-dire vous inversez Clausewitz. Alors, si jamais vous repreniez cette idée, il faudrait vraiment bien l'expliquer, parce que... Je le fais dans mon mémoire, avec Maurice Schumann, qui résume en une phrase que j'ai trouvé très pertinente. Tout à fait. Il faisait corriger ses livres par Jean Tullard. Bien sûr. Il y a un moment où c'était plus possible. Je devrais peut-être créditer Jean Tullard plutôt que Maurice Schumann. Non, mais je crois que si vous voulez, dans la perspective du futur, il ne faut pas citer ces auteurs-là. D'accord. Sauf s'ils ont dit un truc vraiment lumineux où l'ensemble de la doctrine a dit, putain, on n'y avait pas pensé, quoi. Mais je pense par exemple le livre sur le duc d'Enghien de Schumann. Pourquoi y a-t-il une introduction de 120 pages de Jean Tullard, tout simplement parce qu'il n'y a rien dans le livre, quoi. Là, en l'occurrence, la phrase de Maurice Schumann que j'avais trouvée était en prélude de l'ouvrage d'Henri Robert sur le dictionnaire des diplomates de Napoléon. Donc c'est pour ça que là pour le coup il a écrit une page. Donc c'est un petit peu, en plus c'est faux, quoi. Je veux dire, la diplomatie, elle reste la diplomatie. Simplement, c'est toujours une histoire de fort ou faible, et quand Napoléon est le plus fort, quand il n'arrive plus à être le plus fort, il fait la guerre. Mais on n'inverse pas le facteur. Son but, c'est pas de faire la guerre. Son but, c'est autre chose. L'effet, tout ce qui est intéressant, c'est de voir quel est l'effet final recherché. Voilà. Et à partir de là, vous imaginez un dirigeant d'État qui est un cavalier. Il a deux rênes. La diplomatie et l'armée. Et si vous êtes cavalier, si vous bougez les deux rênes en même temps, c'est le désastre assuré. Le cheval ne sait pas où on va. Si vous restez immobile, il s'arrête. Donc on joue alternativement sur l'un et l'autre. C'était la réflexion de Jacques-Henri Robert à un moment dans son ouvrage où il dit que peut-être si Napoléon avait suivi un peu plus Talleyrand l'aurait peut-être moins trahi, mais on ne peut pas savoir. Mais c'est justement ce qui est on peut même aller plus loin en se demandant si Talleyrand a trahi Napoléon. Il a probablement trahi Napoléon, mais comme disait Duff Cooper, est-ce qu'il a trahi la France? C'est Emmanuel de Varesquiel aussi a un peu cette interrogation-là. Voilà. Donc là, je ne sais plus où j'en étais, mais il faut faire attention. Voilà. Bon. Alors, maintenant, pour parler de la perspective future, mais ça se lie aussi à l'état du mémoire actuel. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des moments où il va falloir souffler, donc peut-être faire des moments un peu de synthèse, ça peut être dans les introductions, dans les conclusions de chapitres, de paragraphes, de tout ce que vous voulez. Il manque peut-être un petit peu, mais là, c'était absolument pas ce qu'on vous avait demandé, le grand dégagement sur les ruptures dans la relation
franco-saxonne, c'est-à-dire que bon, on voit manifestement que il y a plusieurs étapes dans la création de la relation, il y a même des moments où il n'y en a plus du tout, et c'est peut-être ces moments-là qu'il faut montrer, de telle sorte que après vous puissiez introduire quelque chose qui soit, alors d'une part, il suffit de regarder la carte de 1795 et on a compris ce que ne veut pas la Saxe, quoi. Hein. Bon voilà, donc quel est son objectif à la Saxe? On peut dire essentiellement la survie. Et la survie, la neutralité. Et puis aussi le grand dégagement sur la politique allemande de Napoléon. Parce que pourquoi la Saxe devient son point, la carte répond à la question. C'est parce qu'il est, alors là, il est en plein milieu. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai introduit ma soutenance, parce que c'est vraiment le point clé. Hein, voilà. Mais aussi, je dirais, en prenant un peu de hauteur par rapport à notre sujet, pour y revenir après, mais en disant, voilà ce que Napoléon veut faire de l'Allemagne. Parce qu'au fond, il y a une théorie qui dit, en fait, sa grande erreur, c'est qu'il a manqué l'Allemagne, on le dit toujours, simplement, on ne le montre pas. On le dit parce qu'on le sent, parce que depuis 63, il faut qu'on aime les Allemands, enfin bon, etc. Il y a des tas de raisons. Hein, mais c'est peut-être l'occasion de profiter, alors je ne sais pas, à l'arrivée c'est peut-être que 2 pages, mais d'avoir un texte assez étayé pour montrer c'est quoi, qu'est-ce que c'est l'Allemagne napoléonienne, que veut-il faire avec l'Allemagne, et pourquoi la Saxe est centrale dans cette chose-là. C'est-à-dire, de temps en temps, mais ça c'est pas pour le mémoire, c'est plus pour plus tard, avoir ces grands moments-là, les ruptures, paf, 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 et puis à un moment, on entre dans le cœur du sujet, à partir de 1803, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Voilà. Alors là aussi pour la thèse, il va falloir aussi être prudent de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, parce que les questions sont infinies. Vous avez parlé tout à l'heure d'aller au SHD pour les questions militaires, ça va être encore autre chose, parce que vous allez vous retrouver à 1812-1813 avec l'armée saxonne qui grouille, crapouille et finalement change de camp. Et sans que le dirigeant saxon, lui, reste dans le camp français. Alors que le dirigeant, lui, est là. Vous allez avoir toutes les questions du duché de Varsovie. Vous avez magnifiquement bien, alors là, sincèrement, je me servirai de ça plus tard, quand j'en reparlerai, parce que l'affaire, le pourquoi c'est le roi de Saxe qui est duc de Varsovie, ou grand-duc de Varsovie, la réponse, elle est là. Hein. Je l'ai trouvé vraiment... Enfin, c'est limpide, en fait. Oui. En 1791, il y a la pièce polonaise qui... Après, vous allez avoir le problème, qu'est-ce que j'en fais? On sait très bien qu'il ne gouverne pas vraiment le duché de Varsovie. C'est une des interrogations que je vais avoir. Voilà, ça va être des choix à faire avec le directeur. Il y a un moment où il va falloir éliminer des choses. Si on veut rester dans la relation diplomatique, il faudra évidemment à un moment parler du militaire, mais il faut, à mon avis, pas se lancer dans les couches du militaire, parce que sinon vous n'en sortirez pas, et puis ça va être trop volumineux. Je dirais qu'il vaut peut-être mieux, alors à mon sens, mais là je parle sous réserve de ceux qui ont fait des thèses de 1500 pages, il vaut mieux avoir 600 pages où à la fin on se dit, là ça y est, j'ai tout compris sur l'affaire, qu'un grand truc qui va être l'ouvrage de référence, mais qu'au fond, aura peu d'intérêt à la lecture, il aura eu un intérêt à la consultation. Bon. Est-ce que, on en avait discuté, il me semble, la première fois qu'on s'est rencontrés, la Pologne, ça a été fait, non? Il y a plein d'études là-dessus, mais c'est souvent, alors là en ce moment, je crois qu'il y a 2 thèses en route, c'est sur les aspects militaires du duché de Varsovie. Donc c'est encore le militaire, c'est pas... Oui, c'est le militaire, c'est le militaire. Mais je dirais que c'est évidemment un problème très très important. Je me demande, alors ça sera à voir, ça va aussi dépendre de la matière que vous avez. Alors là, le problème, c'est que quand vous allez attaquer le duché de Varsovie, il va être partout. Hein. Il va être à la maison de l'empereur, il va être en F4, il va être même en F7 à certains moments. Enfin, ça va être... bon. Donc, il faut faire un petit peu attention au moment des choix. Et si vous choisissez de ne pas faire ce choix-là, de ne pas aller jusqu'à la Pologne, probablement, il faudra bien l'expliquer. Et puis consacrer quelques pages à éliminer ce problème, parce que évidemment on voit bien, alors moi je ne connais pas à fond le problème de l'administration locale, mais il me semble qu'il y a bien eu des Saxons qui y sont allés, et qui... mais tout était chapeauté par Bignon. Voilà, Bignon était là, et qu'est-ce que vous voulez que fasse un Saxon avec Bignon, quoi, hein, voilà. C'est exactement ça. Alors, il y a une piste, peut-être qu'il faudra, mais que vous avez creusé, mais il faut peut-être la creuser davantage, c'est pourquoi la Valette? Parce que la Valette, pour Napoléon, c'est bien sûr tout ce que vous avez décrit, mais c'est vraiment un homme de confiance absolue. Hein. Il est dans le cercle proche. Voilà, la carrière plus tard, c'est le cabinet noir, machin, il sait tout. C'est l'argent, quand Napoléon part à Sainte-Hélène, à l'île d'Elbe, c'est à lui qui donne l'argent, enfin, etc. Donc c'est pourquoi Napoléon se prive de la Valette,
pour l'envoyer là-bas. Sûrement parce qu'il juge que c'est important. Donc ça rajoute encore à un projet saxon de Napoléon. N'oubliez pas à cet égard les origines de la Valette. La Valette a été montrable aux yeux de la Saxe, parce que c'est un aristocrate. Ils le disent bien dans les archives. Alors que Hilfinger ou mettait un Junot, c'est une catastrophe. D'ailleurs, la Valette est remplacée par la Rochefoucauld, qui n'est pas non plus n'importe qui. Il vient d'une des familles les plus anciennes de France. Donc, tout ça montre aussi l'importance que Napoléon accorde à la Saxe. Hein. Et aussi, je pense aussi qu'il est conscient que Frédéric Auguste est sensible à ce genre d'attention, puisqu'il est très, on va dire réac, mais c'est pas vraiment le cas, mais très conservateur, et du coup il est sensible à ces attentions-là aussi, donc je pense qu'il y a effectivement à creuser un peu plus là-dessus. Il y a ça, puis il y a aussi, alors vous les avez évoqués quand même, les interférences du comte de Provence, qui est quand même le beau-frère. Il y a... Non, mais je veux dire, c'est vraiment le sujet complet. Il y aura plus tard la princesse saxonne qu'on fait voir à Napoléon en disant... Ça, j'ai déjà écrit cette partie. Oui, parce que c'est un truc assez amusant, parce que le seul qui dit il faut faire ça, c'est le brun. Tous les autres, ils regardent le chef, et puis ils disent finalement, l'Autrichien n'est pas bien. J'ai beaucoup échangé avec David Chantrane à ce sujet-là, parce que dans son dernier ouvrage sur les 12 morts de Napoléon, à un moment il en parle. Lui, sa théorie, c'est que le mariage de Napoléon avec une Saxonne, ça réveillerait tous les Phelps d'Allemagne, donc tous les indépendantistes, enfin tous les nationalistes, et que du coup, voilà. Donc ça rajoute la théorie, plus le fait que Napoléon ne pouvait pas s'abaisser à se marier avec comme ses frères, et puis ça lui apportait rien, quoi. La Saxe, il l'avait déjà. Vous savez, la façon dont la main de Marie-Louise est demandée montre bien que ça faisait longtemps que tout le monde était d'accord. Par contre, ce qui est intéressant, on en reparlera juste dans la thèse, mais dans l'ouvrage que vous avez publié sur le manuscrit de Sainte-Hélène, il en parle, Napoléon, de cette princesse saxonne, en disant qu'il avait vraiment sa destinée entre les mains, qu'il a refusé son mariage avec je sais plus qui, et que lui-même a hésité quand même à un moment, et qu'il en parle, qu'il le mentionne quand même, donc à Sainte-Hélène. Donc ça quand même montre qu'il y avait vraiment une importance à ce sujet-là aussi. Oui, et que lui-même, après, se fait un bilan de sa politique allemande, si on peut dire, dans laquelle il revient un peu, il se sent pas à l'aise de la façon dont il a agi, c'est-à-dire je veux bien faire une grande alliance militaire, mais tout le reste c'est du bilatéral. D'accord. Puis bilatéral, faut le dire. Même le roi de Bavière discutant avec Napoléon, c'est quand même pas égal. Non, pas du tout. C'est l'Union soviétique face aux démocraties populaires. C'est ça, oui. C'est comme ça qu'on... Oui. Je fais un parallèle à un moment avec le glacis. Le glacis de Staline, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est à l'envers et du côté russe. Ce qui est intéressant, c'est de voir les implications des choix napoléoniens sur l'Allemagne par rapport au XIXe siècle. On est dans un monde totalement différent de ce qu'était la France en Allemagne au XVIIIe. Il y a une rupture. C'est pour ça que l'ouvrage d'Olivier Potvin à ce sujet-là, sur la tierce allemande, qui prend justement la relève de la suite de mon sujet, et bref, son étude est vraiment passionnante. Et puis j'espère pas où est ce Olivier Potvin. Est-ce qu'il a fait autre chose? J'en ai aucune idée. J'ai essayé de chercher rapidement sur Internet, j'aimerais bien le rencontrer. Le petit bouquin de celui qui a fait, vous savez, le dictionnaire des historiens, le dictionnaire des États de l'Europe, il a fait quelque chose sur l'Allemagne. Yves Tissier. Yves Tissier, voilà. Alors lui, je crois qu'il est encore vivant. Et je crois qu'il en a sous le pied. D'accord. Il faudra qu'on vous mette en contact avec lui parce que il a dû garder. Et puis alors se pose la question, je l'ai posée à Jean-François Brun tout à l'heure, vous apprenez l'allemand alors? Oui, et puis j'ai l'avantage, j'ai profité un peu du Covid, et puis donc j'espère obtenir un contrat doctoral, j'ai fait la demande avec la Sorbonne, donc avec Jacques-Olivier Boudon, et avec ça j'aurai la possibilité de prendre des formations, et des formations à la carte. Donc il y avait en accord avec Charles Loyal, j'ai déjà prévu de faire une formation à la fois en allemand et à la fois en paléographie allemande. Parce que déjà la paléographie française, des fois... Moi, vous allez trouver jusqu'aux années 1940 que des choses en gothique. Après... les mémoires du bourgmestre de Glogau qui était paru en 1870, il y avait 50 pages. J'ai mis un hiver, c'était du gothique en style épique. Vous cherchez le verbe au bout de la 10e ligne. Mais par contre, Olivier Potvin dit dans son ouvrage que la chance, c'est que pendant la période napoléonienne, ce qu'il a trouvé à Dresde, c'est qu'environ 95% des archives sont en français.
Donc, Oui, ça, c'est bien. Écoutez, moi je pense qu'avant de vous lancer dans Oui. la thèse, il faut d'abord savoir si le jury va vous donner votre master. Voilà. Donc on va vous demander de nous laisser délibérer en éteignant l'enregistrement. J'allais y penser. Et puis Merci d'aller vous installer.